Si je suis parmi vous ce soir, c'est parce qu'il y a 10 ans et 2 mois, j'ai dû me poser une question. Une question que j'ai envie de vous poser aujourd'hui. Dans votre métier, ou plus exactement, au cœur de votre activité quotidienne, souhaitez-vous faire partie du problème ou contribuer aux solutions? Le 15 septembre 2008, je travaillais pour la banque Lehman Brothers lorsqu'elle a fait faillite et déclencha une énième crise de la bourse, crise politique, sociale et économique. J'étais dans la salle de marché, à Londres, une des plus grandes salles de marché en Europe. À cette faillite ont été associées les dérives de la finance, une finance qui socialisait les pertes et privatisait les gains, une finance qui privilégiait la croissance et une économie de la mondialisation, une finance qui privilégiait le profit sans se soucier des conséquences sociales et environnementales. La question la plus importante, c'est de se dire, aujourd'hui, est-ce que ça a changé? La finance, normalement, devrait servir l'investissement, et l'investissement préparer l'avenir. C'est le cas quand une entreprise investit dans des personnes, investit dans du matériel et dans des technologies. C'est le cas quand le gouvernement investit dans des infrastructures ou dans l'éducation. Alors pourquoi à cette finance et à l'investissement lié à la finance est toujours liée cette image de profit et de spéculation? Si je suis parmi vous ce soir, c'est parce que j'ai réussi à quitter mes écrans pour me tourner vers le vivant. Avant la crise financière de 2008, il y a eu une crise en 2007, une crise agricole, où tous les produits de base, et les céréales notamment, ont vu leur prix très fortement augmenter et provoquer les émeutes de la faim. Des investisseurs, des financiers venaient voir mon équipe pour structurer l'achat de terres agricoles, des terres en Afrique et des terres en Amérique du Sud, pour produire massivement en monoculture une nourriture qui devait satisfaire l'augmentation de la population qu'on prévoit bientôt à 9 milliards. Selon moi, ce n'était pas une solution. Quand je recherche des solutions, ce qui m'intéresse, c'est de voir des solutions à long terme. Comment on peut mettre en place une solution qui va rassembler de plus en plus de personnes pour accoucher d'un nouveau système. Là, en 2007, la solution qu'on me proposait, c'était du quantitatif à court terme. Privilégier ce type de production, c'est appauvrir les sols, détruire la biodiversité, produire une nourriture à bas coût qui est mauvaise pour la planète, mauvaise pour les personnes et destructrice des communautés agricoles. Alors j'ai réfléchi. Et j'ai considéré qu'en fait, pour pouvoir se positionner sur une solution du système alimentaire, il fallait passer par 3 autres axes, que sont la qualité, la logistique et l'éducation. Investir sur ces 3 axes de développement demande justement des investisseurs qui ont une vision à long terme, pas uniquement la maximisation financière, mais qui savent se positionner pour une valeur globale, pour une solution dans son ensemble. La qualité, parce que remettre les éléments nutritionnels dont nous avons besoin dans notre nourriture, sans additifs chimiques qui nous rendent malades, c'est la base. La logistique, puisque en amont et en aval, sur la chaîne alimentaire, plus de 30% de la nourriture est gâchée. L'éducation, pour arrêter de croire que nous pouvons avoir tout de suite, de n'importe où. La nutrition, d'ailleurs, nous apprend qu'en été, nous avons besoin d'une nourriture qui nous hydrate. En hiver, une nourriture qui nous apporte de l'énergie. Donc consommer des tomates en hiver est physiologiquement ridicule et économiquement une catastrophe. Ce qu'il faut savoir également depuis 2008, c'est que peu de choses ont changé en finance. Mais beaucoup de personnes ont changé leurs priorités. La finance, c'est à peu près, les marchés financiers, 200 000 milliards. Sur ces 200 000 milliards, 80 000 milliards sont gérés par les grandes compagnies d'assurance
et les banques, les gestionnaires d'actifs. 80 000 milliards, c'est également l'équivalent du PIB mondial, c'est-à-dire ce que tous les pays produisent comme richesse durant une année. Lorsqu'on regarde justement un autre type de finance, on s'aperçoit que les priorités sont bien inférieures au volume. C'est-à-dire qu'une finance qui cherche à avoir des critères responsables, c'est ce qu'on appelle l'ISR et l'ESG, donc investissement socialement responsable, et des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance. Et cette finance représente à peu près 23 000 milliards, c'est-à-dire juste 30% de ce qui est géré par les grandes compagnies internationales. Cela veut dire que plus de 70% sont investis uniquement pour une maximisation financière. Et encore, lorsqu'on parle d'ISR, ESG, il faut savoir qu'on peut très bien avoir une bonne note juste en respectant la loi, en s'occupant bien de ses salariés et en ne détruisant pas trop la planète. Une bonne note peut être attribuée à une entreprise sans que cette entreprise ait envie de changer le monde. Je n'ai pas fait ces constats et découvert tout cela tout seul. C'est bien en rencontrant des personnes qui savent d'abord alerter puis après fédérer que j'ai eu envie de passer à l'action. Slow Food d'abord, et puis ensuite Slow Money, qui permet de financer le système local de nourriture. Également Terre de Liens, qui mobilise une épargne militante pour acheter des terres agricoles et faciliter l'installation des agriculteurs en bio et les alléger de la dette à long terme de l'achat d'une terre agricole. Également les plateformes de crowdfunding. Certaines ont des thématiques qui viennent soutenir l'économie sociale et solidaire. Malheureusement, les montants sont beaucoup trop faibles. Ensuite, il y a quand même une bonne nouvelle. C'est que dans le secteur de l'investissement, depuis 10 ans aussi, existe l'impact investing. Oui, la finance d'impact permet de rechercher une performance financière tout en cherchant à créer un impact positif et mesurable. Cette finance d'impact, la bonne nouvelle est qu'elle a doublé entre 2016 et 2017, quintuplé ces 5 dernières années. Et elle représente 228 milliards. Si vous vous souvenez des chiffres précédents que j'ai annoncés, on parle donc juste de 0,3%. L'impact investing, c'est une finance d'engagement. Quand je me suis engagé à financer la logistique en circuit court, l'économie locale, des restaurants, des semences, aucune banque ne me l'avait proposé. J'étais un petit peu comme le monsieur Jourdain du bourgeois gentilhomme de Molière, à faire de l'impact investing sans le savoir, comme lui faisait de la prose sans le savoir. Est-ce que les solutions que j'ai cherché à mettre en place, ce qui m'a passionné, le système local de nourriture, est-ce qu'on peut demander à tous les investisseurs d'avoir la même passion pour changer leur façon d'investir? Je ne le crois pas. Je pense qu'il faut non pas convaincre, mais donner envie et montrer tout simplement que ne pas prendre en compte ces critères sociaux et environnementaux est un risque financier. Investir dans des entreprises qui n'ont pas la conduite voulue d'un point de vue environnemental et social, c'est prendre un risque parce que les consommateurs se détournent de ces entreprises, où les externalités négatives vont être taxées et sanctionnées. On le voit aujourd'hui avec le carbone et le rejet des consommateurs avec le plastique. Il faut donc aussi faire comprendre aux investisseurs qu'une nouvelle économie se met en place, l'économie du vivant, qu'il faut s'inspirer du vivant. Là-dessus, je vais vous donner 2 exemples. L'étude d'un économiste, Dominique Dron, qui justement explique que les marchés financiers sont fragiles parce qu'ils ne reposent pas sur les principes de l'écosystème. Un écosystème doit avoir une diversité des acteurs qui ne recherchent pas tous la même ressource, des zones tampons entre les espèces et boucler le cycle, parce que comme ça, il est autorégulé. Sur les marchés financiers, vous trouvez uniquement des acteurs semblables de plus en plus gros, qui recherchent la même ressource, c'est-à-dire un profit facile à court terme, qui sont connectés en temps réel. Une crise à un endroit
déclenchent une crise systémique et surtout qui ont comme logique l'accumulation. Et donc tous les 7 ans, tous les 10 ans, tous les 15 ans, vous avez des investissements qui s'effondrent. L'autre exemple, c'est l'université de Louvain et l'économie régénératrice, qui prône une économie de la collaboration au lieu de la compétition, de la régénération au lieu de l'extraction, une économie circulaire pour laquelle les déchets des uns sont les ressources des autres, et non pas une économie linéaire qui va extraire, transformer et gaspiller. Ce n'est pas de la décroissance, c'est du bon sens. C'est justement se dire qu'on peut introduire dans notre économie 5 éléments, que sont le local, le circulaire, le fonctionnel, vendre le service au lieu de vendre un produit, le biomimétisme, s'inspirer de la nature, et le collaboratif. Lorsque vous pensez impact investing avec ces 5 éléments, dans ce cas-là, on peut parler de la gestion de l'impact. On va aller vers une entreprise pour l'accompagner vers l'économie régénératrice. Et c'est mieux que la mesure de l'impact. Plutôt que de se contenter de diminuer son empreinte carbone ou de réduire ses déchets, ne pas en créer, c'est mieux. Je vais vous donner un exemple. Si une entreprise vient nous voir pour un financement qui favoriserait le recyclage de son produit, est-ce que vous ne préférez pas une entreprise qui vient proposer le même bien, qui va finir sa vie chez le consommateur et donc qui n'aura jamais besoin d'être recyclé? N'oubliez pas que le recyclage, c'est à nouveau du transport et de l'énergie. Donc, l'économie régénératrice et ces 5 éléments, c'est également aller vers une entreprise, motiver des investisseurs pour non plus penser juste business model, mais écosystème. Parce que quand vous pensez écosystème, c'est apporter de l'autonomie et de la résilience à une entreprise. Et donc, dans un monde avec un changement climatique, avec des troubles majeurs et des ruptures de chaînes d'approvisionnement, c'est justement pouvoir apporter autonomie, résilience et donc une performance financière. Également très important, c'est que cet investissement doit se faire en concomitance avec un travail international qui est fait par les gouvernements et par les conférences internationales. Vous avez tous entendu parler de ces fameuses COP. Et je crois que pour que la transition écologique soit une réussite et non pas vécue comme une contrainte, il faut justement apporter du capital de croissance à ces entreprises et chercher une convergence entre les lois, les directives et ces nouveaux entrepreneurs qui réinventent leur secteur. Je pense que lorsqu'on investit maintenant, il faut penser au futur, aux générations futures et financer aujourd'hui les solutions de demain. Il faut également penser le changement plutôt que changer le pansement. Ça, c'est une phrase que je reprends de Francis Blanche et je pense qu'aujourd'hui, elle illustre beaucoup de choses. L'actualité est très importante autour de la mobilité et des voitures. Est-ce que vous pensez que remplacer toutes les voitures à essence ou diesel par des voitures électriques de plus de 1500 kg, utilisées par un conducteur individuel, une quinzaine ou une vingtaine de minutes le matin et le soir, est une solution? Un individu tout seul dans sa voiture, c'est 5% de l'énergie qui est utilisée pour déplacer le véhicule. Même 4 personnes dans une voiture, on revient à un ratio de 80-20. La solution n'est-elle pas plutôt dans le développement de solutions logistiques qui évitent la mobilité, qui permettent par exemple le télétravail, ou alors mettre en place une flotte de voitures légères, collectives et mises en commun? Ce que je souhaite partager avec vous ce soir, c'est justement cet itinéraire, ces personnes passionnées et passionnantes que j'ai rencontrées en m'engageant vers un autre type d'investissement. Je crois que le hasard des rencontres n'existe pas pour les personnes qui marchent sur le même chemin. Et ici, je pense que spectateurs, orateurs, organisateurs, nous sommes tous sur le même chemin, le chemin bon, propre et juste. Nous souhaitons trouver un petit peu l'avant-goût de l'après, mais surtout, je crois, le bon goût de l'après. Et en conclusion, j'aimerais reprendre
ce qu'a expliqué il y a quelques années un président américain, et je vous rassure, bien sûr, ce n'est pas l'actuel président, et vous inviter à vous poser une question, puisque tous, directement ou indirectement, nous sommes des investisseurs ou nous pouvons devenir des investisseurs. Donc, ne vous demandez pas ce que votre investissement peut faire pour vous, mais demandez-vous ce que vous pouvez rendre possible avec votre investissement.